Nous mourrons de nous être tant haïs. C'est le premier roman d'Aymeric Caron, mais c'est pas son premier livre non plus. Bonjour Aymeric. Bonjour. Premier roman, mais en même temps, il y a une trame presque biographique là-dedans, parce qu'on suit la vie d'une famille, d'une filiation. Oui, absolument. C'est une histoire qui se déroule sur un siècle environ, qui commence après la Seconde Guerre mondiale et qui s'achève en 2054. Effectivement, ce sont les membres d'une même famille qui vont comment dirais-je, traverser un certain nombre d'événements. Ouais. Alors certains qu'on connaît bien, évidemment, puisque je parle d'événements qui ont réellement eu lieu jusqu'à aujourd'hui, et puis ensuite, j'imagine ce que ça pourrait, ce qu'il pourrait advenir dans les décennies qui viennent. Oui, alors c'est pas Jojo, hein, il faut le dire tout de suite. D'ailleurs, vous revendiquez le terme, je crois, de feel bad. Ouais. C'est la littérature feel bad, parce qu'effectivement, c'est un tableau, j'allais dire apocalyptique. On ne dévoile rien, c'est au début du livre. Oui, absolument. Oui, parce que une journaliste m'avait fait cette remarque en disant que le constat que je faisais, les pronostics que je faisais étaient assez sombres. J'ai dit ouais, mais et qu'on pouvait effectivement refermer le livre avec un sentiment d'inconfort. Et je dis oui, mais c'est le but. C'est le but. Je ne fais pas la littérature feel good, mais effectivement plutôt la littérature feel bad. Je crois qu'on a besoin en ce moment de faire la littérature feel bad. Alors ça fait pas forcément plaisir, mais je pense que le but de la littérature, c'est aussi d'informer, d'agiter les consciences. Et c'est justement ce que j'ai essayé de faire à travers ce roman. Oui, et à travers les autres écrits et vos interventions audiovisuelles de ces dernières années aussi, et votre combat à vous. Hein, oui, absolument. Aussi, je pense que j'essaye d'alerter sur un certain nombre de sujets depuis maintenant une dizaine d'années. Jusqu'à présent à travers des essais ou à travers des interventions médiatiques diverses, et que cette fois-ci j'ai choisi le biais du roman, mais en fait pour continuer toujours le même travail d'alerte. Oui, avec une trame journalistique aussi, puisque comme vous revisitez différents événements, il y a toute la partie sur Khomeini, par exemple, et sur l'espoir très vain et fort déçu de la révolution iranienne, dont on voit ce qu'elle a donné, par exemple. Oui, ce que j'ai essayé de faire. Alors, il y a beaucoup d'événements qui se passent en 1979, qui pour moi est une année charnière dans ce que nous vivons aujourd'hui et dans le cours de notre histoire. Initialement, j'avais même pensé faire un livre qui ne serait consacré qu'à cette année-là. Ah ouais. Oui, parce qu'en fait, c'est une année très importante où nous avons fait des choix les mauvais choix, en l'occurrence, et qui auraient pu changer complètement notre destin, puisque c'est l'année de l'arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher, par exemple, en Grande-Bretagne. Donc, c'est-à-dire que c'est le choix du néolibéralisme, et il se trouve que ce libéralisme-là est amplement responsable de ce que nous vivons aujourd'hui, puisque ce qu'on vit, c'est une crise d'une certaine forme de capitalisme. C'est l'année, en effet, où Khomeini va s'installer au pouvoir. Donc, on décide de promouvoir l'islam politique. On aurait pu faire des choix différents. La même année, les Américains, les Occidentaux décident là aussi de lutter contre les communistes en Afghanistan en privilégiant des combattants au nom d'une certaine forme d'islam. Et on voit la manière dont ça s'est retourné par la suite. Et à chaque fois, on voit que on s'est servi à un moment de la promotion de l'islam politique pour contrer le communisme, mais on voit effectivement aujourd'hui ce qu'il advient. Et puis les alertes sur l'écologie, puisque 1979, c'est l'année de la première grande réunion sur le climat. On est déjà au courant, on a déjà les alertes. Mais à l'époque, ça passe pour une vision pessimiste d'une bande de chevelus, quoi. Alors pas tant que ça. À l'époque, les premières alertes des scientifiques sont prises au sérieux. À Washington, c'est Carter qui est au pouvoir. Plus pour longtemps. Plus pour longtemps, mais les hypothèses sont vraiment mises sur la table et on les observe, on les regarde. Même un groupe comme Exxon, à ce moment-là, se dit en effet, tout ce qui va se passer, tout est prévu, tout est déjà écrit, hein, le réchauffement, 1,5 degré, 2 degrés, tout ça, c'est prévu. Même Exxon envisage de changer de stratégie commerciale, de développer d'autres énergies, et puis tout ça va être balayé, oublié quelques années plus tard, notamment avec l'administration Reagan. Oui, voilà, qu'on connaît aussi, évidemment, pour toute une série de raisons, et sur lesquelles vous revenez notamment dans le livre. Alors, ce qui est assez amusant aussi, c'est que vos personnages, tous les membres de cette famille, à part un qui est un peu le paria, comme ça, qui est le seul mec de droite, sinon tous sont quand même des militants, des gens de conviction et tout. Je me suis même demandé à un moment donné s'il n'y avait pas un côté autobiographique là-dedans. Je pense que tout écrivain vous racontera Madame Bovary c'est moi, etc. Donc tout écrivain vous racontera toujours qu'il forcément il a mis de lui-même dans un ou plusieurs de ses personnages. Et je crois qu'il y a de moi dans plusieurs personnages. En effet, bien sûr, il y a dans ce que les personnages écoutent, dans ce qu'ils disent, bien sûr. En tout cas, cette idée que on a
plusieurs générations de militants au sein de la même famille, c'est quelque chose qui me semblait intéressant parce que je pense qu'aujourd'hui, nous sommes tous confrontés à la question de notre engagement. Je pense qu'on est face à une telle crise, crise écologique, crise démocratique, crise politique, crise économique, et ce qui se dessine est tellement grave, même si je trouve que nos médias, en général, ne le montrent pas suffisamment, n'en parlent pas suffisamment. Tout ça est tellement grave que chacun d'entre nous aujourd'hui est confronté à un choix, celui de l'engagement ou pas. Est-ce qu'on reste simplement dans son salon à dire « Ah, c'est vrai, c'est triste ce qui se passe. Ah, et nos politiques ne sont pas à la hauteur » ou est-ce qu'on s'interroge sur le rôle qu'on peut tous, les uns et les autres, jouer dans cette période critique? Et je crois que... Déjà rien qu'en votant en conscience, par exemple. Oui, mais des gens vont pouvoir dire ce que moi je me suis dit pendant des années, il n'y a personne qui me convient, je ne vote pas. Parfois le non-vote, moi en plus je suis un partisan de la reconnaissance du vote blanc, un vote blanc qui serait effectif, qui pourrait faire annuler une élection. Donc bref, l'idée de dire je ne fais pas confiance aux politiques, pourquoi pas, même si moi aujourd'hui au moment où nous nous parlons, j'ai pris une voie différente puisque je me suis engagé dans l'élection présidentielle parce que je crois que cette fois on a vraiment un candidat avec un programme qui peut nous permettre en France de vous vraiment répondre. Avec Mélenchon, comme ça, voilà. Je suis engagé avec Jean-Luc Mélenchon, avec le parti politique que j'ai créé il y a 3 ans maintenant, qui est un parti d'écologie radicale. Et c'est vrai que j'ai fait le choix de m'allier à Jean-Luc Mélenchon, de le soutenir pour la présidentielle et pour les élections législatives qui vont suivre, parce que justement l'urgence est telle que je suis rentré en résonance avec son programme et avec l'idée qu'il fallait absolument qu'un programme comme celui-ci soit appliqué aujourd'hui, parce qu'on ne peut plus attendre en plus. C'est-à-dire qu'autant il y a 10, 15 ans, moi, pendant un certain nombre d'années, j'ai pas voté parce que j'étais pas satisfait par l'offre politique. Mais d'une part, aujourd'hui, on a une offre politique qui me convient, et d'autre part, surtout, on ne peut pas dire à la fois, il faut, comme le GIEC nous l'a encore dit dans un rapport qui a été remis il y a quelques jours, nous n'avons que quelques années pour réagir réellement, c'est-à-dire pas en faisant des promesses, pas en prenant des demi-mesures, mais vraiment en opérant des changements radicaux. On n'a que 5-10 ans, et puis en même temps dire, je me désintéresse du jeu politique, je n'agis pas, et puis j'attends et je verrai bien ce qui se passera. Nous mourrons de nous être tant haïs. Votre livre, finalement, il est rattrapé par l'actualité. Quand on voit la guerre en Ukraine, par exemple, quand on entend les menaces à peine voilées de Vladimir Poutine sur le bouton nucléaire, etc., c'est pas dévoiler ce qui se trouve dans... Enfin, je veux dire, c'est pas déflorer le livre que de dire que ça commence par un apocalypse nucléaire. Hein, donc, absolument. Oui, c'est étonnant quand parfois, effectivement... Les choses se télescopent. L'actualité, en effet, rejoint quelque chose qui a été imaginé, pensé comme un imaginaire, mais même s'il est sombre. Mais cet imaginaire... Ce livre-là, comme on l'a dit, les 3/4 du livre rappellent des événements que nous avons réellement traversés. Je mets mes personnages au cœur d'événements qui sont dans les livres d'histoire. Oui, l'aspect fictionnel, finalement, c'est au début et à la fin. Ouais, en gros. Absolument. Ouais. Et là où la fiction, c'est effectivement quand j'imagine qu'il va se passer dans 10, 20 ou 30 ans, quel genre de régime sera au pouvoir en France ou dans d'autres pays, etc. Et puis surtout, effectivement, j'imagine que... ça va péter. Puisque rien n'aura été fait, on sera confronté à une 3e guerre mondiale, à une guerre nucléaire. Le livre, effectivement, on déflore rien puisque le livre commence comme ça. Et il y a un autre épisode que je mets tout de suite en exergue dans le livre, c'est la crise des missiles de Cuba de 1962, où on a failli, pour le coup, être confronté à la première guerre thermonucléaire, 3e guerre mondiale aussi, hein, on s'en souvient, l'installation de missiles russes sur l'île de Cuba. Le blocus, la baie des cochons, vous rappelez tout ça dans le livre? Ouais, exactement. Et ça a duré comme ça plusieurs semaines, avec des négociations d'ailleurs dont on n'est pas vraiment au courant, hein, le grand public n'est pas très informé, et finalement la guerre est évitée de justesse grâce à une forme de sagesse, on va dire, des dirigeants, Kennedy et Khrouchtchev, russes et américains, qui en effet estiment qu'on ne peut pas là envoyer un missile. C'est pas possible, parce qu'ils savent tous les deux que si jamais on commence à envoyer... On sait que c'est un type de guerre où il n'y aura pas de gagnant, en fait. Exactement, pas de vainqueur, voilà. Et la menace nucléaire, elle est très présente dans le livre, parce que pour moi, c'est quelque chose qui me terrifie. J'en parle beaucoup, le nucléaire civil, nucléaire militaire, parce qu'il y a aussi notre rapport à l'énergie nucléaire. Et je rappelle ceux qui essayent de nous alerter, justement, après Hiroshima, après Nagasaki, je pense par exemple au philosophe Bertrand Russell, à des militants contre le nucléaire,
et qui nous disent attention là, vous avez vu ce qui s'est passé au Japon, ce qu'on a fait, cette barbarie totale et absolue, cette démesure dans la barbarie où tout à coup en une bombe on élimine 150 000 vies, mais on sait que c'est une arme diabolique, donc il faut absolument qu'on s'en prémunisse et que l'on aille vers la désescalade, vers le désarmement et ainsi de suite. Il se trouve que alors, il y a eu d'abord la course aux armements, puis ensuite on a vu des traités internationaux pour commencer justement à rendre ces stocks d'armes nucléaires moins importants. On en a démantelé une partie, mais voilà. Il reste tout de même suffisamment pour faire péter plusieurs fois la planète. Donc oui, alors il y a des théories, on ne sait pas si on a en tout cas pour faire, on ne sait pas si on a sûrement pour faire péter plusieurs fois la planète, mais en tout cas oui, pour détruire des pays entiers, c'est sûr, ça c'est sûr et certain. Et c'est une menace qui, moi, me terrorise depuis que je suis petit, et je trouve qu'on l'a tous collectivement oublié, cette menace, que ce soit la menace militaire ou la menace sur le nucléaire civil. Mais on l'a oublié, vous comme moi, au moment où le mur est tombé à Berlin, au moment où le rideau de fer s'est effondré, au moment où l'Union soviétique s'est effondrée, et où on a cru que le monde libre l'avait emporté, et on s'est mis le doigt dans l'œil. Une forme de fin de l'histoire, oui, où tout à coup, ça y est, on était arrivé au terme de ce qu'on voulait faire sur le plan politique, alors que non, l'histoire, elle court, elle continue, on ne sait pas vers quoi elle nous emmène. Et elle nous emmène plutôt vers des modèles assez terrifiants. Et effectivement, vous avez raison de le dire, que l'actualité, aujourd'hui, nous rappelle qu'attention, la menace nucléaire, elle est toujours là, elle est bien réelle. Un de mes personnages le dit à un moment, dans une action qui est située d'ailleurs en 79, il dit, mais on est à la merci d'un fou, d'un dictateur, de quelqu'un qui arrive et qui, lui, décide d'appuyer sur le bouton, même si on ne sait pas comme ça que ça se passe, on appuie vraiment sur un bouton, mais enfin bref. C'est schématique. C'est schématique. Et qu'est-ce qu'on pourra faire à ce moment-là? Quand on appelle effectivement la crise des missiles de Cuba en 62, on a à ce moment-là deux chefs d'État qui ont une forme de sagesse dans cette escalade et qui comprennent, mais si tout à coup, l'une de ces personnes qui est décisionnaire n'a pas cette sagesse, et ça va arriver un jour. C'est un peu notre crainte. Ouais. Donc, il y a une responsabilité politique aujourd'hui, je pense, à affronter la question du nucléaire de plein fouet, bien évidemment en continuant à œuvrer pour le démantèlement des armes nucléaires, mais aussi à cesser de voir le nucléaire comme une solution pour faire face au changement climatique. Parce qu'en ce moment, on a des mouvements dans beaucoup de pays, commencer par la France, qui est un pays hyper c'est le pays du nucléaire, la France. Voilà. Hein. C'est le pays du chauffage électrique dans les maisons aussi, parce que l'électricité n'est pas chère. Hein, enfin, pas chère. Elle est de plus en plus. Oui. Non, elle est de plus en plus. Mais, et alors que non, on voit bien que le danger même que représente le fait qu'il y ait une centrale nucléaire, voilà, c'est même pas au-delà des bombes elles-mêmes. On le voit puisqu'on s'interroge aujourd'hui sur la centrale en Ukraine. Sur Tchernobyl et sur l'autre, la plus grande centrale d'Europe. Bon, cela dit, et ça sort du livre là, mais puisque vous en parlez, parlons-en. Oui, je veux dire, mais le débat en tant que tel, mais aujourd'hui, le débat, c'est, on est coincé, il faut se débarrasser du pétrole, mais il faudrait aussi se débarrasser du gaz, parce que les énergies carbonées, oui. Voilà, et donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, on sait très bien que juste avec du vent et du soleil, la nuit, s'il n'y a pas de vent, on va avoir un problème, quoi. Donc non, mais aujourd'hui, il y a des scénarios qui sont sur la table. On a par exemple une association qui s'appelle Negawatt en France qui a travaillé très sérieusement sur ces questions depuis des années et des années, et on sait que c'est possible d'aller vers une transition vers du 100% renouvelable d'ici 2050 environ. Donc 2050, c'est demain, hein. Mais simplement, il faut qu'il y ait une réelle volonté politique. On a aujourd'hui les solutions techniques. On sait produire de l'énergie par le soleil, par exemple, à un coût qui est inférieur au nucléaire. Ouais. Donc le vent ne nous coûte a priori rien non plus une fois que l'éolienne est montée, ça c'est sûr. Oui, alors après, il y a toute la question de les éoliennes, on les met où exactement? Il faut je pense qu'il y a les études qui sont pas encore complètement achevées sur les impacts des éoliennes sur les écosystèmes. Donc ça aussi, on les met où, etc. Bon, comment ça se passe pour les oiseaux, pour les milieux marins, etc. Bien évidemment, mais en tout cas, lorsqu'on combine un certain nombre de solutions aujourd'hui d'énergie renouvelable, on arrive à du 100% d'énergie propre. Donc d'ici quelques années. Ouais. En gros, la question, c'est pas de dire on ferme compte de l'électrification du parc électrique qu'on veut nous faire dans laquelle on veut nous faire avancer aussi, ça va faire beaucoup d'électricité. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'on veut qu'on supprime tous les moteurs thermiques des voitures. Oui. Il faudra bien charger les batteries. Mais il y a plusieurs solutions. Si on part sur ce sujet-là qui est passionnant, il faut bien. C'est un de vos combats, donc c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler. Bien évidemment de passer à de l'énergie 100% renouvelable, mais une grande partie du travail doit être fait sur les économies d'énergie. Ouais. Donc c'est l'isolation des bâtiments, par exemple, pour qu'on consomme beaucoup moins d'énergie. En réalité, c'est ça la question. C'est
les voitures, évidemment, il faut qu'il y en ait moins des voitures, il faut qu'on développe donc des transports collectifs. C'est pas juste donc une solution unique. Il faut pas qu'on ait plus d'énergie à produire, ça c'est vrai, en tout cas à acheminer, parce que là, effectivement, on aura beaucoup plus de difficultés pour opérer cette transition vers du 100% renouvelable. Ouais. Décroissance. Évidemment, la décroissance. Il faut qu'on entre dans une société où on consomme moins, où on produit moins. Il n'y a pas d'autre solution. C'est-à-dire qu'on peut nous l'expliquer sur tous les tons. Mais vous savez que si on suivait le modèle français, par exemple, de consommation français, il faudrait 3 planètes aujourd'hui pour subvenir aux besoins de tous les humains, si tous les humains vivaient comme des Français. Oui, c'est la même chose pour nous. Hein, donc, oui, ou comme les Belges aussi, j'imagine. Voilà, et 5 planètes si on faisait comme les Américains. Donc... il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne fonctionne pas. Le jour, ce qu'on appelle le jour du dépassement, c'est-à-dire le jour où oui, il se rapproche de plus en plus. Voilà. Avec le Covid qui l'a éloigné un petit peu. Absolument, avec le Covid, on commençait à rentrer même dans les clous de l'accord de Paris sur le changement climatique, ça allait bien. Donc on peut se raconter l'histoire dans tous les sens, sur tous les tons, mais en réalité, la vérité, c'est qu'il faut que nous changions complètement de modèle économique et même de modèle de vie, parce que le simple fait d'organiser nos existences autour d'un travail rémunérateur, de l'idée que c'est l'économie, initialement, c'est un outil au service d'une organisation sociale. Or, chez nous, c'est devenu l'objectif. Il n'y a que l'économie qui compte et tout s'organise autour de l'économie. Et donc, on a complètement perdu aussi l'objet de cette discipline. La difficulté, c'est qu'on n'a pas de modèle. On a toujours inventé des modèles. Oui. Tout à coup, on serait dans l'incapacité. Moi, j'ai écrit un livre qui s'appelait Utopia 21 il y a quelques années, qui n'était que des propositions. Alors, je ne dis pas qu'elles étaient extraordinaires, qu'elles étaient formidables, qu'il n'y a que celle-là, mais ça veut dire il faut qu'on déconfine les imaginaires, comme disait Cornelius Castoriadis. Déconfiner les imaginaires, c'est-à-dire à la capacité à inventer des choses qui peuvent nous sembler complètement irréalistes aujourd'hui. Par exemple, moi, je fais partie de ceux qui disent... de revoir complètement notre rapport au travail. Le débat, vous savez, alors nous, je sais que la retraite chez vous, elle est assez élevée, hein, 67. Bon, nous on est à 62 et là, a priori, il est question qu'on passe à 65. Alors évidemment, pour vous, les Belges, vous devez dire, bah non, ils travaillent pas beaucoup les Français. Déjà qu'ils bossent que 35 heures par semaine. Hein. Ce qui est faux. Non, ça c'est officiellement, mais les vrais chiffres, on est plus à 38 aujourd'hui, parce que les 35 heures ont été démantelés au fil des années via un certain nombre de dispositifs. Mais tenez-vous bien, moi je suis favorable à ce qu'on ne travaille que 20 heures maximum par semaine. Mais alors on se dit, mais il est fou. Comment c'est possible? Mais Keynes, en 1930, qui n'était pas un fou, lui, qui n'était pas un gauchiste, même si on peut plutôt le classer quand même dans les économistes, on va dire, allez, si on devait caricaturer, plutôt de gauche, mais en tout cas, c'était pas un affreux gauchiste. Aux États-Unis, de gauche, c'est déjà plus difficile. Hein. Ouais, c'est ça, exactement. Bon, c'est un centriste pour nous. Voilà. Keynes, en 1930, avait prévu que nous ne travaillerions plus que 15 heures en 2030, parce qu'il se disait que le capitalisme aurait fait son œuvre et aurait produit suffisamment de choses pour que nous n'ayons plus besoin de travailler autant, puisque nous aurions déjà construit, fabriqué tout ce dont nous avions besoin en réalité. Donc, imaginez que 15 heures de boulot par semaine, ce serait largement suffisant. Ou au moins un état stationnaire du capitalisme. Alors que là, on est toujours dans une idée de croissance. Le fait que ce soit le PIB, la croissance, qui soit l'alpha et l'oméga de tout, aujourd'hui, c'est une hérésie absolue. Est-ce que c'est normal qu'on a une économie qui repose sur le fait que nos pouvoirs politiques espèrent que, par exemple, je vois votre chemise, ils espèrent bien que votre chemise, vous n'allez pas en avoir qu'une toute l'année, mais que vous allez en vouloir 5, 6, 10, 15. Même chose avec votre voiture, ils espèrent que votre voiture, vous allez bien vite en avoir marre pour en vouloir une deuxième, que votre écran plat, il va plus vous satisfaire très vite. Est-ce que vous trouvez normal qu'on est dans un système politique et économique qui nous pousse à toujours vouloir acheter des choses et donc extraire des matières premières à l'autre bout de la Terre ? Dans des conditions souvent d'ailleurs déplorables pour ceux qui font ce travail. Donc, il y a un truc aujourd'hui qui est complètement fou. Donc, quand je parle de déconfiner nos imaginaires, imaginer autre chose, effectivement, notamment l'idée que, tout à coup, on a une voiture, on la garde 15 ans, on
on n'organise plus notre vie autour de la consommation et du rêve du prochain achat qu'on pourra faire parce que grâce à la publicité qui passe sur des écrans et qui veut tout nous vendre, du grand n'importe quoi. Non, on fait autre chose. On ne travaille plus que 15, 20 heures. Le reste du temps, on fait quoi? On s'occupe de sa famille, on va travailler dans des associations, on peut-être travailler au maintien de la nature, d'espaces naturels, on s'intéresse à la vie politique, parce que vous savez que l'un des gros problèmes de la démocratie aujourd'hui, pourquoi elle ne fonctionne pas, la démocratie? Elle ne fonctionne pas parce que, en réalité, nous, citoyens, n'avons pas le temps de faire de la démocratie. Alors, vous êtes journaliste, moi aussi, même si je suis un peu moins en ce moment, mais donc on est, nous, plongés dans l'actu tout le temps, ok. Mais la plupart des gens qui ont un autre genre de travail, quand ils rentrent chez eux à 20 heures et qu'ils ont des enfants qu'il faut nourrir, à qui il faut faire des devoirs, le week-end il faut les emmener au judo, au foot, aller voir la grand-mère, etc. Vous croyez que la plupart des gens, ils ont le temps? Par exemple là, sur un sujet comme la guerre en Ukraine, il faut que nous, on soit tous extrêmement vigilants pour aller lire de multiples articles, aller peut-être regarder des films sur Internet, etc., pour bien comprendre ce qui se passe. C'est comme ça sur tous les sujets. Le nucléaire, c'est un sujet très vaste. Si on veut vraiment parler sérieusement du nucléaire, il faut prendre le temps de lire des bouquins, il faut le temps de lire tous les articles dans la presse, pas tous, mais une grande partie. Bref, faire de la démocratie, être au cœur de la démocratie, être un rouage de la démocratie, ça nécessite de libérer du temps pour les citoyens. Et donc, si on ne travaille plus que 15-20 heures, ça permet de se renseigner, d'être un citoyen efficace dans ses choix, d'être un citoyen qui peut s'impliquer également, en devenant lui-même un élu peut-être, parce qu'il n'a pas le temps de faire souvent, quoi. Enfin, c'est des vrais choix très compliqués à faire. Hein, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs peu de femmes, de manière effective, en fait, font de la politique, c'est parce que souvent elles s'occupent de leur famille. Ça change quand même. Ça change, mais encore marginalement. On est, bien sûr, parce qu'il y a les règles de parité, on force les choses. Mais dans les faits, est-ce que la charge familiale des femmes, elle a vraiment été allégée? Non, j'en suis pas sûr. Donc là aussi, il faut inventer les dispositifs, même si ça commence à bouger, grâce à la pression d'un certain nombre d'associations et de personnalités. Mais là encore, il faut rééquilibrer les choses. Mais bref, il faut vraiment imaginer d'autres modèles de société. Et alors c'est marrant parce que j'ai lu quelque part que vous aviez prôné à un moment donné un changement dans la manière d'organiser le droit de vote. Ouais. Qui était en gros de le restreindre quelque part, de le restreindre aux gens informés. Oui, alors c'est vrai, je sais que ça c'est une idée qui choque beaucoup. C'est effectivement, en gros, et le parti d'ailleurs. En gros, les décérébrés qui regardent Cyril Hanouna ne votent plus, quoi. Pas du tout. Non, ce n'est pas du tout. C'est pas du tout lié à un quotient intellectuel, parce que j'ai bien compris que d'après votre question, vous supposez que le public de Cyril Hanouna n'est pas intelligent, et je ne le crois pas. Je pense que vous vous trompez. C'est un divertissement. Donc il y a tous les publics qui regardent cette émission. Et, je ne suis pas du tout méprisant ou critique à l'égard du public de Cyril Hanouna. Non, je dis simplement, et ça rejoint ce que je disais à l'instant, que beaucoup de gens votent en n'étant pas informés. Et ça, c'est pas lié au... Alors bien sûr, on va trouver des liens sociologiques avec le niveau de vie, par exemple, etc. Mais c'est souvent lié à une charge de travail que vous avez et à une impossibilité d'aller vous informer. Parfois un niveau d'études également, qui fait que vous connaissez moins un certain nombre de sujets parce que vos études ne vous y ont pas amené. Mais vous allez vous rendre compte aussi que on n'est pas dans les caricatures de le cadre supérieur connaît mieux la vie politique que l'ouvrier. Hein. Souvent, c'est pas le cas du tout. On a des ouvriers qui connaissent bien mieux les subtilités de la vie politique que les cadres sup, qui eux sont enfermés dans des modèles préconçus depuis bien longtemps. Non, ce que je dis, c'est que c'est gênant qu'on ait un système politique qui fasse que chacun puisse aller voter, alors que certains de ceux qui vont voter ont pris la peine de vraiment se renseigner sur les candidats en présence, sur leur programme, ou sur la question qui est débattue si c'est un référendum, s'être renseigné, et que ce vote-là ne vaut pas plus que le vote de quelqu'un qui n'a ouvert aucun journal, qui n'a pas allumé la télé, qui ne sait rien des enjeux, mais qui finalement va aller voter sur un coup de tête pour faire plaisir peut-être à sa grand-mère ou parce que cette personne a vu à la télé quelqu'un qui avait une bouille sympathique. Il y a un truc qui ne fonctionne pas. Donc ce que je dis, c'est au contraire, pour rendre cette vie démocratique beaucoup plus vivace, c'est mettons en place un permis de voter, mais qu'on permette à chacun d'obtenir. C'est pas du tout pour limiter. Je vous avais mal compris alors. Mais non, c'est pas que vous avez mal compris, c'est que c'est une mesure qui est très iconoclaste et il faut prendre le temps de l'expliquer. Parce que c'est normal, la réaction que vous avez eue, c'est la réaction que tout le monde a de prime abord. C'est de dire, dès l'école, faisons une éducation civique qui aujourd'hui n'est pas correctement faite. L'idée, c'est de donner les moyens à chaque... C'est pour ça que c'est corrélé à d'autres mesures quand je parle de réduction du temps de travail. Ça va avec. On travaille un peu moins, donc on a le temps d'eux. Et ensuite, en obligeant les gens, mais comme quand on oblige des gens, vous savez, pour conduire une voiture, on les oblige.
hein, on les oblige à prendre des cours. Oui. C'est comme ça. Est-ce que c'est antidémocratique? Non. Eh bien, on oblige les gens à travailler un petit peu sur les questions politiques, etc. Si c'est un référendum, même chose, on les oblige à travailler un petit peu, mais tous, hein, même vous et moi. Mais comment on va contrôler ça? Eh bien, par des examens. Ouais. Par un examen qui peut prendre différentes formes. Moi, dans Livutopia, je proposais 2 choses. Je proposais qu'on puisse acquérir dès l'école une espèce de certification, donc elle est générale, ça c'est pour la vie, donc ça nous permet de voter à peu près toutes les élections, et puis qu'il y ait de temps en temps, si c'est un référendum pour une question précise, qu'on ait également un deuxième petit questionnaire QCM qui vienne valider sur le sujet, dans lequel vous ne donnez pas votre opinion, puisque votre opinion, vous allez la donner au moment du vote. Ouais. Vous allez juste vérifier par 10, 15, 20 questions, vous avez bien saisi... Un minimum compris le truc. Quoi. Ouais. Et qu'ensuite, vous pourrez donner votre opinion tout à fait librement. Ça a été fait comment, en fait, cette idée-là? Mal? C'est pas une idée qui a été beaucoup débattue, parce qu'elle est tellement, aujourd'hui, incompréhensible. Là, pour le coup, on est vraiment dans cette idée dont je parlais de déconfiner nos imaginaires. C'est vraiment imaginer quelque chose qui va... à contrario de tout ce que nos réflexes nous indiquent. Donc, mais il faut explorer toutes les pistes aujourd'hui. Mais c'est pas du tout une piste antidémocratique, c'est vraiment tout l'inverse. On a beaucoup digressé par rapport à... Je termine là-dessus, parce que je donne encore un exemple. Mais je sais que vous avez bien compris ce que je voulais dire, mais moi, quelque chose qui m'ulcère, c'est vraiment l'idée par de ça. Moi, par exemple, j'ai discuté il y a quelques jours avec des amis de l'élection présidentielle. Des gens vraiment très bon niveau social, très bien installés, etc. Et tout à coup, l'une des deux personnes du couple me dit, mais Yannick Jadot, qui est donc l'un de nos candidats, l'écologiste, dit, mais il ne se présente pas cette année. Ça fait 3 mois qu'il est en campagne. Donc, des gens très bien informés. Je dis, il y a un souci, voilà. Mais vous savez très bien comment ça se passe, que quand vous interrogez très concrètement les citoyens sur telle ou telle mesure de tel ou tel candidat, bien souvent, vous vous rendez compte que, bien souvent, je n'ai pas dit tout le temps, il y a comme ça une méconnaissance, et que la personne va voter sur la bonne mine, sur une manière de s'exprimer. Ouais, sur une formule aussi. Sur un atavisme, etc. Voilà. Ok. On s'est éloigné du livre, même si finalement, quelque part, sous le couvert d'écrire un roman avec une lignée, finalement, vous avez tout mis dedans. En filigrane, il y a... Pas tout, j'espère, mais j'ai mis pas mal de choses. Oui, c'est vrai, oui. Il y a... C'est un mélange d'essais politiques et de romans, quelque part. Alors l'essai politique, comme je vous dis, je l'ai plutôt fait, j'ai fait avec, que ce soit avec Antispéciste, puis Utopia 21, là on était vraiment dans des essais politiques. Il y a en tout cas, c'est un roman qui brasse l'histoire et l'actualité, parce que c'est ce genre de roman que moi j'ai toujours aimé. C'est les romans où on apprend quelque chose. Où on apprend quelque chose, ou surtout on s'interroge sur qui nous sommes. Moi je suis très blasé par les romans qui sont écrits par des auteurs ou des autrices qui se regardent le nombril et qui s'interrogent pendant 350 pages sur le fait de savoir pourquoi Léon m'a largué ou des choses comme ça. C'est pas ce qui me passionne le plus. Léon ou Léon, hein, et plus un essai. Léon ou Léon, hein, je ne visais pas spécialement les femmes ou les hommes. Oui, j'ai beaucoup aimé. Après, moi, je suis un escargot quand j'écris, donc c'est un livre que j'aurais pu écrire sur 5 ou 6 ans encore. C'est-à-dire, j'aurais pu le faire durer, parce que l'histoire que j'ai essayé de raconter, elle est longue, elle est complexe, il y a beaucoup de personnages, et j'aurais pu vraiment passer encore 5 ans de plus à aller dans le détail. Pour faire un tome 2, parce qu'il y a quand même un twist vers la fin qui, moi, m'interpelle un peu. J'ai envie de savoir ce qui se cache derrière, donc il y a de la matière encore. Oui, enfin c'est un twist qui est... Oui, il y a un twist à la fin qui est une explication, en tout cas, que je propose, puisque le livre finalement s'ouvre sur une question, mais pourquoi... Est-ce que ça, en fait, qui raconte le livre raconte que nous sommes une espèce destructrice et autodestructrice, bien évidemment, et la narratrice se demande, comme on se le demande tous d'ailleurs, mais pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est quand même assez inédit dans l'histoire du vivant. Nous sommes la seule créature... certes, à avoir occupé cette place, à occuper la place qu'on occupe aujourd'hui, mais en plus à détruire systématiquement tout ce qui nous entoure et détruire nos propres congénères. Ça, je crois, c'est quand même absolument inédit. Donc pourquoi? Et je propose une solution à la fin. Et effectivement, le livre se termine d'une manière un petit peu particulière, donc on peut imaginer qu'il y ait d'autres choses derrière. Mais il y aura un tome 2 ou pas?
On va savoir après. Je n'en sais strictement rien. J'ai une autre idée déjà pour le prochain roman qui serait. Donc vous avez pris goût au roman quand même. Ah, j'adore. Ouais. Non, j'adore ça. Bien. Bah alors on se reverra. Ah, mais avec grand plaisir, même si c'est pas pour parler de roman, pour aller manger un plat vegan à Bruxelles. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Merci Nous mourrons de nous être tant haïs, c'est chez Robert Laffont. Merci à vous.